Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. C'est une union de prière que vient d'organiser la vice-ministre de la Défense nationale, Séraphine Kiboulou, dans la commune de Lantsele pour soutenir les FARDC qui fait suite à une marche organisée dans la province du Kwilu. Et tout ceci pour dire non en toutes sortes d'agressions étrangères. Jojon Dibou a signé ce reportage. Avoir organisé une marche pacifique de soutien au FARDC et au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les habitants de la province du Kwilu, plus précisément dans la ville de Kikwit, des retours à Kinshasa. C'est dans l'idée de témoigner soutien et solidarité au chef de l'État et aux forces armées de la République démocratique du Congo que la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant Séraphine Kiloubokotuna s'est réunie en union de prière dans la commune de Lantsele où des milliers de personnes sont venues dire oui à la paix et non à toutes sortes d'agressions étrangères. Nous sommes ici pour soutenir le président de la République et le FARDC dans la prière. C'est au moment que nous associerons Dieu dans nos activités que nous vaincrons. Madame Séraphine Kilobo a témoigné sa solidarité aux femmes vendeuses de pain de cette municipalité en leur offrant des bassins et des moyens financiers pour leur permettre de poursuivre dans la quiétude leurs activités et de se prendre en charge conformément à la vision du chef de l'État. La commission chargée de la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre a organisé le week-end dernier des ateliers de sensibilisation sur le contre des différentes violences dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Sous le haut patronage du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, une série d'ateliers de sensibilisation sur la lutte contre les violences sexuelles a été organisée récemment à Kolwezi dans la province du Lualaba et à Lubumbashi au Haut-Katanga par la commission chargée de la lutte contre les violences faites à la femme au sein des FARDC. Ces assises, coordonnées par le colonel diplômé en stratégie et défense Batabombi Apanda Jean-Daniel, commandant du service de communication et d'information adjoint en charge de l'administration et de la logistique et secrétaire de cette commission, était à l'intention des 80 participants composés des officiers des commandements et des acteurs judiciaires et avait pour thème la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur les genres au sein de l'armée, tolérance zéro immédiate. Au terme de ces ateliers, le colonel Batabombi a livré ses impressions. Les impressions sont très favorables parce que nous avions senti le niveau de réceptivité de ces participants et nous avions senti même le niveau d'engagement de commandement militaire, notamment le commandant régional, qui nous a soutenu tout le long du processus afin d'aboutir au succès de cette activité que nous venons de récolter. Le commandant Sifa adjoint n'a pas laissé indifférente la situation qui prévaut à l'est de la RDC. Selon lui, face aux incursions de l'armée rwandaise au sol congolais en appuyant les M23, en cas de droit de poursuite, les RDF ne fera pas face aux FARDC car le rapport de force est favorable pour la RDC. Et par rapport à ce qui se passe à l'est, la victoire est dans notre portée parce que nous sommes là, les forces armées régulières, pour défendre l'intégrité du territoire national, les frontières et la protection de nos populations. Et maintenant, les envahisseurs, les agresseurs, les terroristes qui tentent de venir s'aimer la désolation pour notre population, ils ne réussiront pas. Et je vous dis, aujourd'hui, nous, les forces armées, jusque-là, nous opérons dans le cadre de légitime défense. Nous connaissons de là où vient l'agresseur. Il faudra non seulement les neutraliser sur le territoire congolais, mais il faut aller au-delà des frontières pour les ramener de là où ils étaient venus. Tiens, au FARDC, on en parle encore dans ce journal. La population du Kasaï accompagne les forces armées de la République à ne pas lâcher face aux ennemis du pays. Suivez les détails dans ce reportage. Couches de la population de Chikapa ont envahi les rues du chef-lieu de la province du Kasaï ce 11 juin courant pour montrer leur soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front contre les terroristes du M23.
La manifestation a débuté au rond-point Ndjenge dans la commune de Kanzala en passant les ronds-points Fachi 2023 sous rythme de fanfare jusqu'à Kamalenga avant de chuter au rond-point Fachi 2023 où Moulumba Saint-Antoine, président ad intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social Fédération Kasaï 3 a lancé un message au nom de la population. Considérant l'évasion de la ville et du territoire de Chikapa par les Mboro, déguisés en éleveurs des vaches d'origine rwandaise, et pourtant de purs militaires bien armés et équipés en moyens de communication sophistiqués. Déclarons ce qui suit. Nous condamnons avec toute énergie les agresseurs rwandais dans leur perfidie d'utiliser des rébellions, notamment celle du M23, pour déstabiliser notre territoire. Nous consacrons notre soutien et notre indéfectible attachement sans réserve au timonier de la nation congolaise et commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Nous citons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs organisations membres de la société civile dont Fondation André Mouchongo, Dynamique, l'Émergence Fati, ainsi les partis politiques installés dans la province du Kasaï ont pris part à cette manifestation. L'université du lac Albert de Mahagui a été dotée d'un bâtiment comprenant 27 auditoires, des blocs administratifs et des laboratoires. Cet ouvrage a été construit sous financement d'une entreprise espagnole. Images et commentaires. Des avancées notables sont enregistrées en matière de respect des droits humains en cette période de l'état de siège en Ituri. Toutefois, des efforts doivent encore être fournis pour que les groupes armés à la base de l'insécurité dans certains coins reviennent au bon sens. Déclaration du président national de la Commission des droits de l'homme, Mwamba Mushikonki, à l'occasion de la remise officielle à cette institution d'appui à la démocratie en Ituri, d'un bâtiment construit et équipé par la MONUSCO. Aujourd'hui, je suis dans un angle de joie parce qu'on inaugure le bâtiment. Je vous ai dit que en termes de la situation des droits de l'homme, généralement ici en Ituri et particulièrement à Bunia, la situation s'améliore. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général qui a coupé les ribas symboliques de cet ouvrage, a appelé le personnel de la CNDH en Ituri à jouer réellement son rôle de la promotion des droits de l'homme dans cette province. Le droit de l'homme a une position pour moi très importante, parce que le droit de l'homme constitue un pont et qui nous permet peut-être d'atteindre la confiance de la population. Et cela aussi montre à la population que vous nous accompagnez. Vous êtes nos partenaires, nous marchons ensemble, nous cheminons ensemble. À Madame la coordinatrice provinciale, je voudrais lui dire, ce bâtiment, il faudrait bien le garder, je ne sais pas si je dois dire en bonne mère de famille. Tout à fait. En bonne mère de famille, c'est ça. Et non en bon père de famille. Cet ouvrage a été financé dans le cadre du projet à impact rapide de la MONUSCO à hauteur de 46 000 $ américains. Disons-le progrès enregistré dans le secteur des droits humains en Ituri sous état de siège résulte notamment de la neutralisation de nombreux éléments de groupes armés par les éléments du FARDC. Autre chose, l'axe routier Lukolela-Sambi dans la province de l'Équateur est en plein travaux de réhabilitation et pour cette première phase, des ponts en bois seront posés. Provinciale de l'Office de route Équateur a procédé au lancement de travaux de réhabilitation de la RP 304 par méthode IMO, entendez haute intensité de main-d'œuvre, sur l'axe Lokelela-Sambi, long de 100 km. Et ce grâce au management de son directeur général, l'ingénieur Herman Mouti Massakrini, que cette province a bénéficié du financement du Fonds national d'entretien routier FONER dans le cadre du programme PR 2021. Il est à noter que cette route va jusqu'à la province du Maïndombe. Selon les prescriptions techniques telles que définies, la consistance des travaux sera essentiellement basée pour la première phase de l'entretien courant qui comprendra l'ouverture des pistes
les débroussaillasses, les désherbages, l'écurage des saignées, la récalibration des fossés, l'évacuation des abris sur la chaussée, ainsi que le traitement des toits chauds. Il y aura aussi la construction de ponts en bois avec pose de plâtrage. C'est le ministre provincial des ITPR, représentant du gouverneur de province, qui a lancé ce travaux qui sera exécuté par la direction provinciale de l'Office des routes. Voilà, et dans la province du Congo central, le prolongement de la route nationale numéro 1 est en plein centre de la ville portuaire de Matadi, vers le rond-point 2415, est en pleine réhabilitation et sa modernisation connexe est sur le fonds propre des recettes urbaines de la mairie. Le célèbre rond-point 2415, situé au centre de la ville portuaire de Matadi au Congo central, avait connu il y a quelques temps une détérioration de sa chaussée qui était coupée en deux vers le bureau du commissariat urbain de la PNC Matadi. Une détérioration à la base des graves nids de poules, causant ainsi d'énormes dégâts et des embouteillages monstrueux dans l'un de ces grands pôles économico-financiers de cette ville chère au Congo. Dans sa ferme volonté républicaine et vision patriotique, de redorer l'image ternie du célèbre rond-point 2415 en offrant aux usagers routiers matadiens une chaussée digne de ce nom, aux standards et normes internationaux reconnus à la matière, route à même de respecter et de traduire concrètement les prescrits du code de la route, le maire de la ville de Matadi, Maître Patindou Zioma Kengedi, est en train de faire subir à cette chaussée, sur fond propre des recettes urbaines, sa cure de jouvence à travers les divers travaux de réhabilitation et de modernisation qui s'exécutent dans cette place historique pour tout Matadien digne de ce nom. Vous saviez qu'il y a 2 ans, nous avons construit ce passage d'eau. Il s'est fait que ceux-là qui sont habitués à vendre des arbres dans des boulangeries sont venus couper un gros arbre qui était là et qui, lorsqu'il est tombé, il a abîmé la chaussée. Vous êtes sans ignorer que nous sommes sur le prolongement de la nation numéro 1, mais comme elle est dans la ville, on ne pouvait pas laisser. J'ai fait rapport à l'autorité provinciale qui a demandé à la mairie de voir si nous pouvions intervenir. On va faire notre travail pour que la population, comme le dit le chef de l'État, vive en paix, dans la quiétude et en bonne santé. Hormis les bétonnages armés de cette route d'une largeur de 8 mètres, la construction d'un égout pour l'évacuation d'eau de pluie et l'érection de 2 caniveaux de chaque côté, cette chaussée aura l'avantage de bénéficier d'autres accessoires reconnus par le code de la route, dont le marquage au sol horizontal et vertical, son électrification avec des lampadaires, sans oublier les passages piétons d'1 mètre de chaque côté. L'heure est à la réforme de l'administration minière pour une bonne application du code minier. C'est dans ce cadre que le nouveau secrétariat général des mines a été installé par la ministre des Mines, Antoinette Nsamba Kalambaye. Regarde. L'assainissement du secteur minier dans le strict respect du code minier, telle est la mission confiée au nouveau secrétaire général aux mines, Jacques Ramazani, qui a pris ses fonctions après la remise et reprise avec son prédécesseur, secrétaire général intérimaire. C'était sous la supervision de la ministre des Mines, Antoinette Nsamba Kalambaye. Occasion pour les directeurs du cabinet de la ministre des Mines de spécifier que la mise en place du secrétaire général s'inscrit dans le cadre des réformes qui balisent la bonne gouvernance du secteur minier en RDC. Nous avons un défi financier d'appliquer les codes et règlements. Si les codes et règlements miniers ont été amendés, ils ont été modifiés, c'est pour permettre à ce que l'État puisse avoir suffisamment de ressources. Et c'est ce qui va nous permettre de prétendre à bénéficier suffisamment de rétrocession. Nous devons aussi faire un effort pour que les sociétés minières puissent appliquer. Nous devons faire appliquer les lois de la République de manière à ce que les populations impactées par les activités minières, cette population puisse bénéficier des avantages liés aux activités qui sont développées dans le monde. Et c'est ça même le cheval de bataille du chef de l'État. Le chef de l'État, parmi les créneaux, parmi ses objectifs, c'est de faire un effort pour que la population puisse améliorer sa condition de vie. Que la population puisse vivre dans de bonnes conditions. Et ça, c'est notre responsabilité. Et en mission de service dans la province du Lualaba, Ahmed Kalej Kand, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, a annoncé officiellement le lancement de la mission de contrôle auprès des entreprises principales dans le secteur minier.
L'émergence d'une classe moyenne en RDC est possible. Le secteur minier constitue l'un des vecteurs de richesse pour y arriver. Il est donc temps de relever le défi. En mission Lualaba pour la vulgarisation de la loi relative à la sous-traitance, l'entrevue du DG de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Ahmed Kalej Kand, avec la gouverneure Fifi Masuka, était plus que nécessaire pour clarifier les différents contours de la mise en application de la dite loi après échange avec le sous-traitant du Lualaba. Malheur était de constater pour le DG les différentes irrégularités dont souffre cette mesure. Beaucoup de sous-traitants continuent à rencontrer des difficultés pour accéder au marché de sous-traitance. Et ceci est matérialisé par différents faits. Notamment, beaucoup d'entreprises principales ont créé ou établi des centrales d'achat à l'extérieur du pays. Ceci est une façon de contourner la loi. Ces difficultés sont énormes, soit l'incapacité d'accéder au marché ou la discrimination. Face à cette résistance, les patrons de l'ARSP appuient sur l'accélérateur. Tirant conséquence de cela et en exécution des instructions de la haute hiérarchie, j'annonce solennellement aujourd'hui le lancement des missions de contrôle auprès de toutes ces entreprises donneuses d'ordre en vue de vérifier l'application effective de la loi sur la sous-traitance. Les lois du pays restent de stricte application. Les récalcitrants ne s'en prendront qu'à eux-mêmes, a martelé le DG Ahmed Kalej Kand. Suivent à présent cette double commémoration en mémoire de la mort des étudiants de Louvanière et Kassapa, respectivement en 1969 et 71. Une messe d'action de grâce à leur intention et une série d'expositions ont été organisées dans la paroisse Saint-Albert de Le Grand. Paulette Lomba nous en dit plus dans ce reportage. Les amis des anciens militaires Louvanière et Kassapa, Amilka, ont célébré le double événement du 4 juin 1969 et 4 juin 1971. Ces deux anniversaires de mémoire de la mort des étudiants ont été rappelés les dimanches 12 juin 2022. Une date qui symbolise pour ces acteurs des événements de 1969 la solidarité estudiantine dans l'action pour interpeller l'autorité politique. Ainsi, chose faite. Plusieurs activités ont été organisées, notamment la messe d'action de grâce. Dans la suite, une série d'exposés avec des éminents orateurs a accompagné cette cérémonie, à savoir le docteur Chamala Kachala Pascal qui a parlé des hépatites virales et les vertus d'une épargne solidaire. Maître Mutombo Kewa Pascal s'est apaisanti sur le règlement non judiciaire des différends, une nouvelle vision de la justice. Et le professeur Niabirungu Mwenesonga Raphaël, pour sa part, s'est focalisé sur la lutte contre la corruption, plaidoyer pour la création d'un paquet national financier en République démocratique du Congo. Nous, ici, en tant qu'individus, nous ne pouvons rien faire. Mais c'est le politique qui doit prendre conscience que ce que sera notre pays dans 30-40 ans, c'est ce que vaut son système éducatif aujourd'hui. Et du fait qu'on a commencé par déstabiliser notre pays, en déstabilisant notre système éducatif, sa reconstruction passera par là. Mais le système éducatif est un investissement à long terme. La projection du film retraçant l'histoire des anciens étudiants Louvanière et Kassapa a clôturé cette journée. Joli coup de filet des éléments de la police nationale congolaise. Les jeunes délinquants urbains qui se livrent à des actes d'agression de paisibles citoyens dans la commune de Massina viennent d'être condamnés à la peine capitale. C'est le verdict de l'audience publique du tribunal de grande instance de Ndjili, nous dit Nicole Seseploka. Uri arabe, Amérique, Molokai, japonais et italien, voilà, ce sont ces jeunes délinquants communément appelés Kuluna qui sèment la terreur au quartier Rail dans la commune de Massina. Ils ont plusieurs griefs à leur actif, entre autres les viols sur mineurs, coups et blessures, agression du commandant de la police vers les points chauds Makaba.
Ces Koulouna ont été arrêtés par les éléments de la police nationale et transférés au parquet d'Ndjili où ils ont été jugés et condamnés par le tribunal des grandes instances d'Ndjili. C'était en présence du procureur du parquet d'Ndjili, Géry Ngienda, et du bourgmestre de la commune de Massina en audience publique au stade municipal de Massina. J'ai décidé que pour les infractions graves, à savoir viol, assassinat, association de malfaiteurs, empoisonnement, etc., les audiences doivent se faire publiquement pour que les témoins de la commission des infractions soient également les témoins de la répression. Aujourd'hui, vous savez à ce jour que depuis un certain temps, nous sommes en lutter contre les phénomènes Koulouna. Les jeunes gens se sont investis dans les quartiers 3 et quartiers de la commune de Massina. Et nous nous sommes dit que tant que l'État existe, on ne doit pas baisser les bras. Nous allons compter à les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Le tribunal a condamné 5 de ces délinquants à la peine capitale. Un verdict salué par la population de Massina, victime de l'insécurité. Voilà, célébration aujourd'hui 13 juin de la Journée internationale de l'albinisme à Kinshasa. Un produit a été présenté pour traiter efficacement les problèmes de peau que connaissent les personnes atteintes de l'albinisme. Il s'agit de l'albiskine. C'est peut-être un début de solution à l'albinisme et ses problèmes dermatologiques. À l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, célébrée le 13 juin de chaque année, Estem Beauty a présenté Albiskin, une gamme de produits qui observent toutes les exigences cosmétiques afin de régénérer les cellules dermiques et procurer d'autres soins adaptés à la peau des personnes atteintes d'albinisme. Initiative de Sarah Chibangu, fondatrice de Estem Beauty. Nous considérons qu'il est très important d'inclure tout le monde dans la société, qu'aucun individu ne devrait être marginalisé juste parce qu'il a la peau différente. Nous voulons combattre cette barrière-là. J'ai remarqué également que dans l'industrie de la beauté, il y a souvent des gens marginalisés, les albinos en l'occurrence. Et c'est après avoir été encouragée par les responsables des associations que j'ai décidé de m'engager auprès d'eux et de leur fournir des soins adaptés à leur peau. Le manque de mélanine reste un problème majeur que connaissent les albinos. Avoir ce produit pour nous, c'est un coup de soulagement. On se dit nos peaux seront protégées et la vie de la personne atteinte d'albinisme sera encore allongée. On aura plus de mort liée au cancer de peau. Après Kinshasa, Estem Beauty compte se rendre dans les provinces pour accompagner les différentes associations et sensibiliser dans la lutte contre toute forme de discrimination vis-à-vis des personnes atteintes d'albinisme. Et un rapport d'analyse de médicaments antipaludiques a été fait par la direction de la pharmacie et médicaments du ministère de la Santé grâce à l'appui de l'USAID. Les résultats ont été présentés au cours d'un atelier à l'hôtel Sultani, nous dit Edith Chala. Surveillance porte-marketing de la qualité de médicaments antipaludiques a été réalisée dans les provinces de la Chopo, du Maniema et de la ville-province Kinshasa par le consultant national Jérémy Mbinze Kindenge pour le compte du laboratoire national Lafaki avec l'aide de la pharmacopée américaine USP. En collaboration avec la direction de la pharmacie et médicaments, ACOREP et l'USAID RDC, cet atelier a permis la restitution des résultats de ce contrôle à toutes les parties prenantes. La direction de la pharmacie et médicaments du ministère de la Santé, de laquelle dépend la FAKI, complètement équipée, rassure que la qualité des médicaments doit être garantie en pré-marketing au cours de l'homologation comme en post-marketing au moment de la surveillance sur les marchés. Nous accompagnons le laboratoire national de contrôle qualité pour mettre en œuvre un système de gestion de qualité qui est basé sur la norme ISO 17025. Il fallait se rassurer de la qualité des médicaments qui circulent. Donc les échantillons ont été prélevés et ont été analysés au laboratoire national de contrôle de qualité et nous avons eu des résultats. Il y a eu 303 échantillons. Sur les 300, au moins 2 ont été détectés qui sont des produits de mauvaise qualité où il n'y a même pas de principe actif. Et comme résolution de cet atelier, nous avons demandé qu'il fallait à tout prix pérenniser cette activité pour pouvoir lutter contre les médicaments de mauvaise qualité. Et nous avons également recommandé l'assainissement du secteur pharmaceutique
Avec un équipement moderne, le laboratoire national est désormais capable, par ses analyses en pré ou en post-marketing, d'assurer la sécurité des Congolais sur les plans de la santé. Près de 6 ans au service des vulnérables, l'association des femmes chinoises a remis des vivres et non-vivres aux pensionnaires de l'orphelinat Bon Samaritain. Un reportage signé Cédric Kenina. La Chine et la RDC, deux nations dont les liens de coopération vont au-delà de la norme. Une coopération bilatérale qui va jusqu'au foisonnement des cultures. C'est ainsi que l'association des femmes chinoises a fait les premiers pas et s'illustre dans les œuvres caritatives, comme c'est le cas avec cette remise des vivres et non-vivres à l'orphelinat Bon Samaritain. Notre association Femmes Chinoises en RDC avait déjà prendre les activités de visiter les orphelinats depuis 6 ans. Donc pendant ces 6 ans, on a déjà visité presque 60 orphelinats. Et cette activité, on va le continuer. Et on espère vraiment que tous ces enfants vont être bien grandir et bien étudier. Nous aussi, on veut donner notre amour à des enfants orphelinats. Et les amours est sans frontières. On espère aussi de donner notre amour dans cette sociale. Un geste de cœur bien accueilli par les bénéficiaires de cet orphelinat dans la commune de Limete, quartier Kingabwa. Près de 60 maisons de retraite des hommes des vieillards, l'équivalent des EHPAD en France, et orphelinats ont bénéficié de ces mêmes dons des femmes chinoises qu'il faut les souligner, ont fait de la RDC leur deuxième patrie. UNC, magazine annuel, c'est le titre du support de communication monté par la Fédération nationale de la jeunesse de l'Union pour la nation congolaise. Cet ouvrage renferme entre autres le bilan des activités de cette structure et le contenu de l'idéologie du parti cher à Vital Kamerhe. Rikin Souziloya a signé ce reportage. La Fédération nationale des jeunes de l'UNC, Union pour la nation congolaise, se démarque désormais dans les firmaments politiques par une œuvre littéraire de haute portée. UNC Magazine annuel, lancé et présenté au public par son initiateur Yves Ntsoal à la tête de cette structure depuis peu. D'un volume de 64 pages, il renferme des informations sur l'idéologie du parti cher à Vital Kamerhe et les activités phares menées par la Fédération nationale de la jeunesse, pilier de l'UNC. Et ce, 12 mois après l'installation de son animateur. Nous sommes là aujourd'hui pour innover et traçant le bilan de l'an 2021 de notre fédération. Soyez rassurés du leadership bien établi que nous avons courageusement construit en milieu de jeunes Congolais de toutes tendances politiques confondues. Présent à cette cérémonie, le secrétaire général de l'UNC, Billy Kambale Raston, qui a félicité Yves Ntsoal pour ses prouesses et esprit d'initiative, en a appelé à tous les autres jeunes de suivre ses pas. C'était avec la participation du président des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, qui a encouragé son collègue de l'UNC et promet de faire de même pour la visibilité du parti présidentiel allié à l'UNC. Voilà, et la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi occupe désormais la fonction de la deuxième vice-présidente de la structure des premières d'Afrique. L'ancien vice-ministre du plan, Freddy Kita, apporte son soutien à la première dame de la République démocratique du Congo. Suivez. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous sommes bénis aujourd'hui d'avoir une dame d'exception, la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, qui vient d'être élevée au rang de la première vice-présidente de l'Union des premières dames d'Afrique. Moi, sincèrement, je ne suis pas étonné parce que je connais le valeur de cette grande dame, une dame de distinction, une dame d'exception, qui a toujours montré ses grandes valeurs, une dame qui a un grand cœur, qui a toujours œuvré pour l'humanité au service de la nation. Très chère distinguée première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, nous vous souhaitons vraiment plein succès et durant votre mandat, pendant ces 2 ans, nous croyons que le Seigneur va vous accompagner et vous allez faire le meilleur de vous-même. Vous allez donner le meilleur de vous-même comme vous l'avez toujours fait.
Vous avez aujourd'hui montré à la face du monde que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une femme de caractère d'abord, une femme de grande valeur et qui a toujours œuvré pour le bien-être du peuple congolais. J'en profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire au premier citoyen de la République, le père de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses 59 ans d'âge. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est une grâce d'être encore en vie et de conduire cette grande nation malgré les vents et marées. Que le Seigneur vous accompagne, vous bénisse encore davantage et vous garde encore plus longtemps. Voilà, et ce communiqué nécrologique avant de nous quitter. L'honorable sénateur honoraire Odon Minakou, le professeur Robert Minakou, président honoraire de l'Assemblée nationale, son épouse Dadi Minakou et leurs enfants, le docteur Thierry Minakou, son épouse Pétronelle Minakou et leurs enfants, le révérend père jésuite José Minakou, monsieur Marcelin Minakou, administrateur à la SNEL, son épouse Eunice Minakou et leurs enfants, madame Kenge Minakou, son époux, le professeur Mukwala et leurs enfants, ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur époux, mère, belle-mère et grand-mère, madame Véronique Ndongo Minakou, survenue ce mercredi 8 juin 2022 à la clinique Ngalima. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Vendredi 10 juin 2022, recueillement au numéro 64 de l'avenue Allée Verte, commune de Ngalema, quartier Ma Campagne, référence paroisse Saint-Luc, signature du livre de condoléances à 18h, messe de 20h à 5h du matin, musique religieuse, samedi 11 juin 2022, recueillement à la même adresse, signature du livre de condoléances, 18h, messe de 20h à 5h, musique religieuse. Dimanche 12 juin 2022, recueillement à la même adresse, signature du livre des condoléances, de 14h à 17h, animation folklorique, de 19h à 5h, musique religieuse. Lundi 13 juin 2022, veillée mortuaire à la concession Sacré-Cœur de la Gombe, de 18h à 19h30, messe à l'église Sacré-Cœur de la Gombe, de 20h à 21h, musique religieuse, de 21h à 21h30, témoignage, de 22h à 5h du matin, musique religieuse. Mardi 14 juin 2022, mise en terre. 8h30, levée du corps à la morgue de la clinique Ngalema. 10h, messe à la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe. Témoignage, mot des petits-fils, oraison funèbre, dépôt des gerbes de fleurs, mot de la famille. 12h, départ au cimetière Nécropole 1, bain de consolation. Voilà, ce communiqué est signé par la famille. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Merci à Diane Balaka qui a concouru à sa rédaction. À 20h, Françoise Boulabouaki. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir chez vous.